0,001%. C'est la probabilité pour qu'une personne licenciée de sport automobile devienne pilote de Formule 1. Sur 100 000 gamins qui rêvent du volant, un seul y arrive. Et celui qui réussit n'est pas juste un peu meilleur que les autres, mais il évolue sur une planète totalement différente. Ça m'a fait réfléchir. À quel point les pilotes de Formule 1 sont-ils vraiment bons? Dans cette vidéo, nous allons comparer le niveau d'un conducteur lambda jusqu'au meilleur pilote du monde pour voir si l'écart est aussi grand qu'il y paraît. Et spoiler, vous êtes bien plus mauvais que vous n'imaginez. Le niveau le plus bas, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Appelons-le Thomas. Thomas a son permis depuis 10 ans, il roule tous les jours, il regarde la Formule 1 le dimanche et quelque part, il se dit que si on le plaçait dans une Formule 1, il s'en sortirait pas si mal. Après tout, c'est juste suivre une trajectoire en boucle sur un circuit. Non, c'est exactement ce que pense un joueur de foot du dimanche en regardant un match de Première Ligue. Il court toutes les semaines, il connaît les règles, sauf que mettre ce gars face à des pros, c'est une autre histoire. Commençons par quelque chose de basique. Démarrer la voiture. Une F1 a une procédure de démarrage de plusieurs dizaines d'étapes, mise en température des freins, des pneus, du moteur, réglage du différentiel, cartographie moteur, etc. Avant même de bouger, Thomas est déjà perdu. Mais admettons qu'on l'aide à démarrer. Premier problème, les réflexes. Au volant, un pilote de Formule 1 réagit en moyenne en 200 à 300 millisecondes au cours d'un Grand Prix. Sur la route, un humain normal réagit en moyenne en 500 à 600 millisecondes, 3 fois plus lentement. Sur une grille de départ où chaque dixième de seconde compte, Thomas serait déjà dernier avant même le premier virage. Deuxième problème, son corps. Dans les virages rapides, un pilote de F1 peut subir jusqu'à 6 ou 7 jets latéraux. C'est comme si la tête d'un pilote pesait environ 40 kg avec le casque au lieu de 6 kg habituellement. C'est notamment à cause de ces forces latérales que les pilotes de F1 ont un coup surentraîné. Un corps humain non entraîné peut perdre connaissance à partir de 5 G. Bref, Thomas ne terminerait même pas le premier tour debout. Et si par miracle il survivait physiquement, il lui resterait encore 1h30 dans un cockpit pouvant atteindre 60 degrés Celsius sur les grands prix les plus chauds où les pilotes peuvent perdre jusqu'à 3 ou 4 kg d'eau. Autant dire que la performance est exceptionnelle. Mais montons d'un niveau. Le sim racer ou le passionné de karting. Ce sont des gens qui connaissent les trajectoires, qui savent ce qu'est un apex, qui parlent de sous-virage et de sur-virage comme si c'était leur langue maternelle. Sur un kart de location, ils humilient tout le monde. Comparé à notre Thomas, ils sont sur une autre planète. Mais comparé à un professionnel, qu'est-ce que ça donnerait? Le problème du sim racer, c'est que son environnement ne reproduit pas la réalité. Pas de jets latéraux, pas de chaleur, pas de vibration permanente. En conditions réelles, sa trajectoire varie de plusieurs mètres à chaque tour. Un pilote professionnel, lui, reproduit la même trajectoire pendant 50 tours d'affilée et est capable de garder un rythme constant pendant toute la course. Le sim racer est régulier quand tout va bien, mais dès qu'un pneu chauffe, dès que la piste évolue ou dès qu'il est sous pression, ses temps autour s'effondrent et les erreurs se multiplient là où un pilote professionnel sentirait la voiture changer sous lui et adapterait son style tour après tour sans jamais perdre en cohérence. Mais si l'écart entre un passionné et un professionnel est déjà aussi grand, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a suffisamment d'argent pour s'acheter une place sur la grille? Passons au niveau 3, le gentleman driver. Ce sont des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires, des passionnés fortunés qui ont les moyens de s'acheter un baquet dans une vraie compétition automobile. On les retrouve aux 24 heures du Mans, en GT3, en catégorie amateur du championnat du monde d'endurance. Ils ont le matériel pro, le coaching pro et ils passent des dizaines de week-ends par an sur les circuits. Pour leur entourage, ce sont des pilotes impressionnants. Mais les chiffres racontent une autre histoire. Sur le circuit du Mans, avec la même voiture, l'écart de chrono entre un gentleman driver et un pilote professionnel est autour de 3 à 5 secondes au tour. Le règlement des 24 heures du Mans oblige d'ailleurs les équipes de la catégorie LMGT3 à aligner au moins un gentleman driver. Ce sont eux qui financent les baquets et les équipes doivent alors composer avec un pilote qui est, par définition, le maillon faible de la chaîne technique. Ce qui trahit un gentleman driver, c'est le manque de vision de course. Il peut être rapide sur un tour lancé, seul sur la piste, dans des conditions stables, mais dès que les conditions changent, une averse soudaine, la nuit qui tombe au Mans, une safety car qui refroidit les pneus, il perd ses repères. Dès qu'il y a du trafic, des décisions à prendre en quelques dixièmes, doubler, défendre, gérer un undercut, son cerveau est vite dépassé. Pas par manque de talent, mais parce que cette lecture de course et cette capacité d'adaptation ne s'achètent pas. Elle se façonne au prix de dizaines d'années d'expérience et de compétition. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand conduire devient un métier à plein temps? Il est temps de passer au niveau 4, les pilotes professionnels. Pas encore la F1, mais des pilotes payés pour rouler, par exemple en catégorie WEC, IndyCar ou bien encore GT. Un pilote pro, c'est quelqu'un qui fait les bases parfaitement. Chaque pro maîtrise la trajectoire optimale sur n'importe quel circuit après quelques tours, et chaque pro gère ses pneus, son freinage et son carburant simultanément et instinctivement. Ces pilotes professionnels ne reçoivent pas tout le temps la reconnaissance qu'ils méritent à cause d'un effet bien connu en psychologie, l'effet Dunning-Kruger. C'est quand des gens avec des connaissances limitées surestiment leurs propres capacités et vont être amenés à juger les capacités d'autrui. Un exemple parfait, Nyck de Vries. Sur les réseaux
sociaux, les gens le décrivent comme un imposteur, un pilote du dimanche qui avait eu de la chance d'accéder à la Formule 1. En réalité, Nyck de Vries est champion de Formule E, vainqueur en wake, vainqueur en Formule 2 et sa vitesse pure le place dans le top 0,001% des pilotes mondiaux. La seule raison pour laquelle il a pu paraître lent en F1, c'est parce qu'il évoluait face aux meilleurs pilotes de la planète et qu'on ne lui a même pas laissé le temps d'adaptation nécessaire à la Formule 1. Et même Lance Stroll, probablement l'un des pilotes les plus moqués de l'histoire récente de la Formule 1, régulièrement accusé d'être là uniquement parce que son père possède une écurie, reste un pilote qui a battu des centaines de milliers de candidats pour accéder à ce niveau. Le critiquer depuis son canapé, c'est comme un amateur de foot qui se moque de Harry Maguire. Et pour comprendre à quel point piloter à ce niveau est complexe, pensez à ce que gère un pilote d'hypercar sur une seule ligne droite. Position sur la piste, distance avec le pilote de devant, température des pneus, point de freinage, réglage de frein moteur, instruction de l'ingénieur dans l'oreille, etc., etc. Et tout ça en l'espace de quelques secondes à plus de 300 km/h. Mais même à ce niveau, le corps a ses limites. En 2024, Oliver Biermann, alors pilote de réserve Ferrari et en pleine saison de Formule 2, a remplacé Carlos Sainz au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Il a fini le Grand Prix, mais sur les images de fin de course, on pouvait voir sa tête se balancer dans les virages rapides. Son cou, non préparé aux forces G spécifiques à la Formule 1, lâchait. Un pilote aguerri, et pourtant son corps n'était tout simplement pas calibré pour ce niveau. Mais être un pilote professionnel payé, c'est encore très loin du sommet, parce qu'au niveau 5, les règles changent complètement. À ce niveau, on parle de l'élite absolue du sport automobile mondial. On parle des Verstappen, Hamilton, Alonso ou Leclerc, des champions du monde, des vainqueurs de Grand Prix, des pilotes dont les noms sont connus bien au-delà du monde du sport automobile. Et franchement, quand on parle de ce niveau, le travail seul ne suffit plus. Il faut aussi être né avec quelque chose en plus. Et je ne parle pas de leur vitesse en ligne droite ou de leur capacité à freiner tard. Non, leur cerveau fonctionne différemment. Tout au long de la course, un pilote de F1 reçoit en permanence des informations de son ingénieur, gère une trentaine de commandes sur son volant, mode moteur, ERS, différentiel, freinage, mix carburant, etc. Tout en pilotant à plus de 300 km/h à la limite de l'adhérence et en surveillant ses adversaires. Tout ça simultanément et à chaque tour. Des études sur les pilotes d'élite montrent que leur cerveau traite les informations visuelles jusqu'à 2 fois plus vite qu'un humain standard. Alonso, à 43 ans, fait encore partie des meilleurs pilotes du monde. Pas parce qu'il est le plus rapide et le plus aguerri physiquement, mais parce que sa lecture de course, sa gestion de la pression, sa capacité à extraire le maximum d'une voiture imparfaite est inégalée. C'est ça, le niveau 5, quand l'intelligence de course devient une arme aussi puissante que les réflexes. Et comme Messi qui marche 80% d'un match de foot mais voit tout, Verstappen semble parfois presque calme dans le cockpit. Pas d'effort apparent, pas de stress visible, tout est déjà calculé. Finalement, cela me ramène à ma question originale, à quel point les pilotes de Formule 1 sont-ils vraiment bons? Eh bien, ils sont tout simplement exceptionnels, ils opèrent aux limites absolues des capacités humaines, physiquement, cognitivement et mentalement. En réalité, l'écart entre un conducteur lambda et un pilote de Formule 1 est tellement abyssal que statistiquement, peu importe combien vous travaillez, vous n'avez quasiment aucune chance de devenir pilote de F1. Mais rappelez-vous, il y a quelques années, les scientifiques fixaient la limite humaine au saut à la perche à environ 6,15 mètres. Une barrière physiologique, disait-il. Mondo Duplantis saute aujourd'hui à 6,31 mètres et bat encore des records. Les physiciens ont dû revoir tous leurs calculs et estiment désormais la limite théorique à plus de 6,5 mètres. Ce que la science considérait comme impossible était juste le point de départ. Alors peut-être que la prochaine génération de pilotes repoussera encore ses limites, peut-être que ce qui semble inhumain aujourd'hui ne sera que le point de départ de demain.